technique, c'est de garder les moments compromettants. C'est ce qui fait des vues sur YouTube. Oui, mais... Parce que quand ça se passe bien, ça n'intéresse pas les gens. Votre grand rêve, c'est que chacun puisse trouver sa place, je pense, quel que soit son mode de fonctionnement. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à l'inclusion de ces personnes dans la société? Merci d'avoir bien voulu m'accueillir. Je suis tellement heureux de partager ce temps avec vous, avec les étudiants. Je crois que le tout premier obstacle, c'est qu'on ne se rend même pas compte des compétences des gens. C'est tellement facile de dire un tel est déficient. Mais qu'est-ce que ça recoupe? Est-ce que ça a un sens d'ailleurs? Pour le dire un peu brutalement, je ne sais pas ce que veut dire la déficience intellectuelle. Ou plutôt, je ne le sais plus. Parce qu'il y a 20 ans, je pensais le savoir. Mais je me suis rendu compte que je me trompais. Je crois que chaque personne a des compétences parfois remarquables, mais qu'on ne voit pas ou qu'on n'a pas pris le soin de remarquer. Et dès lors, commencer par être convaincu que l'autre personne, la personne qu'on a face à soi, a des talents, des qualités, des compétences, ça c'est déjà un pas de géant, quoi. Ensuite, le tout c'est de bien identifier ce que la personne aime faire, ce qu'elle aspire à faire au cours de sa vie. Et le fait que la personne ne sache pas tout faire, ben, c'est normal. Aucun être humain ne sait tout faire. On dépend des autres pour quasiment tout. Il y a peut-être un, deux, trois petits domaines où on apporte sa pierre à l'édifice, mais pour tout le reste, on dépend des autres. Donc finalement, la personne dite handicapée n'est pas dans une situation si différente que ça d'une autre personne. Donc comprendre cette réalité humaine, je crois que c'est déjà essentiel. Et à mon sens, ça devrait être un devoir à l'école, de l'école plutôt. Vous devancez, quand vous parlez de devoir par rapport à l'école, à notre prochaine question, parce qu'on a tendance à se remettre en question. On trouve que c'est important justement pour avancer, pour proposer vraiment une société plus inclusive et donc nous d'avoir ce rôle aussi au sein de la haute école. Et nous aurions aimé savoir, mais comment pensez-vous que les méthodes d'enseignement pourraient être adaptées justement pour mieux répondre aux besoins des élèves avec autisme ou ayant d'autres types de besoins spécifiques en fait? Je pense que les méthodes souvent utilisées ne sont pas adaptées aux enfants en général, quoi. Ce n'est parfois même pas une question d'autisme, de je ne sais quelle particularité. Ça, c'est souvent la réaction amusée qu'on obtient quand on dit à des parents que parfois l'école n'a pas des méthodes en phase avec le profil de leur enfant autiste. Ces parents se mettent à sourire et dire mais elle n'est pas non plus adaptée à mes autres enfants non autistes, ceux-là. Il y a une vraie question. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot école? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des petites chaises alignées, des petites tables alignées? Est-ce que être excellent étudiant, ça veut dire rester assis sans bouger pendant 12 heures par jour? Est-ce que c'est ça, d'être bon élève, bon étudiant? Je ne sais pas. C'est une vraie question. Il y a beaucoup de gens très doués qui ne peuvent pas être assis 12 heures par jour, pour toutes sortes de raisons. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les élimine de la société? Est-ce qu'on les punit sévèrement? Ce qui d'ailleurs ne va rien résoudre à la question. Ou est-ce qu'on imagine un autre lieu d'apprentissage que les petites chaises alignées? C'est une vraie question. Et donc, il y a tout aussi la façon de présenter les documents. Il y a des conseils relativement simples, très efficaces, de mise en page de texte pour personnes 10. Quand je dis 10, c'est vraiment au sens le plus large. Or, comment se fait-il que très rarement on fasse attention à ce profil-là, alors qu'il est très courant? Je crois que dans n'importe quelle classe, il y a beaucoup d'élèves 10. Beaucoup d'enfants, de jeunes sont 10 aujourd'hui. Et donc, comment se fait-il que les supports de cours, que les livres ne soient que rarement mis en page?
pour qu'il soit lisible par tout le monde. Ce sont de vraies questions. Et en fait, en enchaînant les facteurs d'exclusion, on finit par exclure beaucoup, beaucoup de gens. Donc ce n'est pas une micro-minorité. Vous voyez, parfois on dit, ah, les autistes, c'est 1% de la population. Ce qui, oui, statistiquement, ce n'est pas énorme, mais en fait, les particularités humaines sont nombreuses. Et quand on est dans une logique d'exclusion, on finit par exclure presque tout le monde. Prenons bonne note de tout ça. Et c'est vrai qu'on est sur la bonne voie pour certaines choses, notamment tout ce qui est adaptation des documents. C'est vrai qu'on essaie parfois de mettre des aménagements, mais voilà. Oui. Je pense qu'on pourrait encore en faire plus. Donc, nul n'est parfait, c'est un cheminement commun, quoi. Notre école participe en tout cas à la semaine de l'autisme. Et donc cette année, nous avons une conférence jeudi, des ateliers pour nos étudiants. Que pensez-vous de ces initiatives qui sont organisées un peu partout, en fait, pas qu'en Belgique? Le 2 avril est en effet la journée mondiale de l'autisme. Ils n'ont sans doute pas osé prendre le 1er avril. Non, c'est une mauvaise blague. Mais que ce soit le 2 avril ou le 31 décembre ou que sais-je, tous les prétextes sont bons quand on vise des résultats positifs. Et en l'espèce pour faire connaître la différence, pour faire se rencontrer des gens qui ont des profils cognitifs différents. Et à titre personnel, je ne chôme pas autour du 2 avril, c'est certain, mais c'est une joie de pouvoir de voir croître d'année en année les initiatives autour du 2 avril. Qui deviennent maintenant une semaine entière. Tout est bon, ce qui permet d'avoir de bons résultats. Ce qui, à mon avis, est fascinant quand on s'intéresse aux légendes populaires, aux histoires, aux contes, mais aussi à des films qui en sont dérivés. Certains grands films de Disney sont directement des reprises d'histoires populaires. On est frappé par le nombre de personnes handicapées. Alors, évidemment, il n'y a pas de vocabulaire médical, mais les profils décrits correspondent clairement à des différences humaines. Et donc, non seulement ces récits-là permettaient à des jeunes, à des enfants de découvrir la pluralité humaine, mais aussi donner un rôle, parfois même un rôle extraordinaire à des gens différents. Et s'il n'y avait pas toute cette diversité, pluralité humaine, beaucoup de héros, entre guillemets, n'existeraient pas. Pourquoi tout le monde adore Donald? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Et tout le monde aime Donald et personne n'aime Mickey. Oui, parce que Mickey n'a aucun intérêt sur le plan humain, quoi. Par contre, Donald, comme il a un peu tous les handicaps de la Terre, on l'aime beaucoup, quoi. Il y a des clubs de fans de Donald. J'en fais partie des fans de Donald. Et bon, j'ai pris cet exemple un petit peu amusant, mais je crois qu'on n'a qu'à regarder autour de ça pour avoir d'excellents exemples de personnes différentes qui ont beaucoup à nous apporter. Vous savez, le charisme est une chose très arbitraire. Une personne peut ne pas du tout passer pour charismatique dans telle culture et être très charismatique dans une autre. Ça dépend des époques. C'est très arbitraire. C'est un peu comme la mode, quoi. La mode change très souvent. Les enfants qui sont dans une école qui sont considérés comme les cool kids, ceux qui fixe le trend, les trendsetters, ce que tout le monde veut imiter. Donc ce qui aujourd'hui est vraiment trop stylé, 6 mois plus tard, c'est un truc de boomer, quoi. Donc ça change constamment. Et accepter cette fluctuation, finalement, c'est une leçon peut-être d'humilité. Ça nous montre qu'il y a des modes qui viennent, qui passent, mais il y a l'être humain qui lui reste, quoi. Et savoir reconnaître la valeur de l'être humain au-delà des modes qui, dans 6 mois, vont passer. Je crois que ça, c'est déjà une sacrée leçon de vie.
Notre école forme des futurs logopèdes et on a eu tout un débat autour du remboursement par l'INAMI des enfants qui ne peuvent pas avoir accès s'ils ont un QI en dessous de 86. Quel est votre avis par rapport à ça? Comment est-ce que vous concevez cette loi, si je peux dire? Si j'ose dire, pardonnez d'être un peu mordant, mais à mon avis, le QI est une immense bêtise. Et c'est un ancien amateur de tests de QI qui vous le dit. Si on le prend comme un petit jeu, pourquoi pas, autant s'amuser, on peut y aller. Mais si c'est l'idée qu'il y ait un score numérique qui décide de l'avenir d'un jeune, là, ce n'est pas admissible. Et d'autant plus, comment est-ce qu'on peut prétendre restreindre l'intelligence humaine à un axe unique, voyez? L'idéologie derrière le score de QI, c'est qu'il y a un seul axe avec une hiérarchie entre les gens et c'est biologiquement figé. Du moins, c'est ça l'idée derrière le test de QI. Alors, chacun de ces points sont erronés. Rien de tout ça n'est vrai. Aujourd'hui, on réfléchit plutôt en termes de pluralité des potentialités, des intelligences. Chaque personne a différentes capacités, qualités. Réfléchissons plutôt de façon ouverte et ne nous enfermons pas dans des chiffres et des fantasmes de hiérarchie biologique entre les gens. C'est pas comme ça qu'on va bâtir une société correcte et ce n'est pas comme ça qu'on va comprendre l'être humain. Oui, on est bien d'accord sur ce principe-là. Merci en tout cas pour votre approche qui est vraiment humaniste et qui met en lumière les potentialités et les talents de chacun. Et vraiment en défiant chaque jour au quotidien, en tout cas, les stéréotypes et les préjugés, parce que Dieu sait qu'ils sont nombreux. Oui. Donc voilà, un grand merci encore à vous. Merci à vous et à tout bientôt pour d'autres aventures. Merci. Merci.